Par rapport à ce film, sur lequel un certain nombre de réalisateurs se sont plus ou moins cassés les dents, je pense à Schlendorf, que d'autres, enfin en tout cas je parle de Proust, hein, que d'autres ont mis en scène avec plus ou moins de réussite ou de bonheur, Losé par exemple, ou encore Visconti. Vous vous dites que ce film, à l'origine, il y a le fait que tous vos films ont été une manière de préparer celui-ci. À travers eux, j'ai traité un aspect proustien, que ce soit à travers la mort, la décadence, le dédoublement ou le côté éphémère de tout. Il y a dans tous mes films toujours cette volonté de saisir le geste, le rite ou le signe. J'ai dit ça? Ah bah attendez, le temps retrouvé, c'est la plaquette qui va avec le film. Oui. Non, c'est parce qu'il est tellement pessimiste, tout ça. Enfin, c'est triste. Moi, ce que je m'en Proust, c'est évidemment tous ces éléments qui sont signalés là, mais j'aime les côtés féeriques, les côtés excessifs, les côtés... tout en restant... Enfin, tout en traitant, tout en parlant de la France et tout ce qu'on voit en France, c'est quand même tellement quelqu'un d'ailleurs et il est si peu français, si j'ose dire, quelque part. Et je dis rien contre la France. Là. Mais en France, il y a cette penchant pour, vous voyez, un peu excessif parfois, pour faire les minimums, pour une espèce de minimalisme, parfois excessif, mais en tant que minimalisme. Enfin, quand je pense à la France, je pense à Flaubert, quand je pense à Robert Bresson. Et il y a, quand je pense à Proust, je pense à quelqu'un qui est français, mais il est beaucoup plus que ça. Ses côtés monstrueux, excessifs, enthousiastes, dans les choses, les pires choses, dans la mort et tout ça, c'est ça qui m'intéresse plutôt. Alors justement, dans la mort, il est excessif aussi dans cette prose, dans le gigantisme de cette prose. C'est curieux parce qu'on sait... Quand on le lit, moi je l'ai lu en espagnol au départ. Et vous ne l'avez adapté que parce que vous l'avez lu en espagnol. Vous estimez que le lire en français... Je l'aurais lu en français, j'aurais été intimidé. En espagnol, il y a un côté très... enfin, on se dit, ça vient d'où? On se dit, bon, il y a un côté Cervantes à cause des phrases qui ne se Alors, est-ce que vous adapteriez Don Quichotte, par exemple? Là, j'aurais un peu peur. Dans Don Quichotte, ça m'intimide... Ça Parce m'intimide que comme Buñuel m'intimide, c'est-à-dire c'est les grandes figures espagnoles. Or, nous, latino-américains, nous avons une espèce de rapport amoureux par rapport à l'Espagne. Et Don Quichotte, c'est... bon, d'abord parce que c'est une œuvre sacrée, c'est du sacré, c'est du domaine de l'irréprésentable. Moi, j'aurais du mal à l'adapter. Et en même temps, tous les éléments visuels sont déjà là, tandis qu'il suffit de voir les personnages de Proust, les modèles qu'il a pris pour savoir qu'on peut faire ce qu'on veut. Ces personnages sont tellement différents les uns des autres. En même temps, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est le truchement de la traduction. C'est-à-dire que ça met une distance supplémentaire entre vous et le texte original, et ça vous autorise. C'est ça qui est étrange. Ça, non, ça donne envie, c'est plus que ça. Ça donne envie de le faire. De toute façon, personne n'empêche... Vous l'avez relu en français? Ah, mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça, mais après, donc... en quelque sorte, je les retraduisais, quand je le lisais en français, je retraduisais en espagnol. C'est une... d'abord, il faut savoir qu'en espagnol, les phrases qui ne se terminent jamais, c'est quelque chose que... Qu'on ne connaît pas ou... Mais ah oui, on les connaît. Non, mais même le journal, vous prenez un journal et vous tomberez sur je sais pas, un texte dans la page éditoriale qui dure toute la page et c'est une seule phrase. C'est-à-dire que la langue espagnole permet plus que la langue française, de lancer des longues phrases. Or, le fait que ça se passe en français, ça se passe, c'est très difficile de trouver les centres dans une phrase de Proust. Où est le centre? Parlons pas d'analyse grammaticale. C'est constamment déséquilibré par rapport au rythme, par rapport... Alors, on va revenir justement sur Proust, tellement facile pour le cinéma, puisque son écriture est cinématographique, hein, c'est en tout cas ce que vous dites. Un mot simplement sur le fait que Le Temps retrouvé soit la fin de la vie de Proust. Pourquoi ce texte-là, précisément? Pour une raison très simple, parce que c'est le premier texte que j'ai lu et c'est la première expérience que j'ai eue. C'est aussi basique que ça, quoi. C'est aussi simple que ça. Et puis parce qu'il y a d'autres raisons, évidemment. Ces personnages que Proust voit, il les voit à la fin de sa vie. Et il y a un côté danse de la mort, un côté requiem, et c'est quelque chose
quelqu'un de culture hispanique peut faire mieux peut-être que quelqu'un d'une autre culture, parce que la mort... La dialectique avec la mort. Oui, voilà. Alors, on va se mettre dans l'ambiance de votre film, et je crois que par rapport à vos films, un extrait n'est pas forcément révélateur de la manière dont se structure le film. On va regarder un extrait de ce film, Le Temps retrouvé. Ma chère Abby, mais quel plaisir de vous voir ici. Je n'y croyais plus. Et comment va monsieur le Fourcheville? Les patatis, les patata. Oh, j'ai un peu abusé du champagne. Mais c'est tellement bon. Vous savez que je reviens de Tansonville. Ah, j'ai une lettre pour vous. Je crois qu'elle a vécu l'enfer. Elle a du cran, ma Gilberte. C'est bien ce qui manque aux Allemands. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne savent pas se battre. Mais il leur manque justement ce qu'on appelle le cran. Et Robert, vous avez des nouvelles? Mon gendre Saint-Loup connaît maintenant par cœur l'argot de tous les Tommies. Il sait se faire entendre de ceux des plus lointains Dominions. Il a fraternisé avec le général commandant la base comme le plus humble private. Que voulez-vous? Moi, j'ai un faible pour les Anglais. C'est vrai, je les trouve tellement fair play. Voilà, on est là, on reviendra sur Deneuve dans une seconde, mais on est là dans l'édifice immense du souvenir, hein, tel que Proust peut l'écrire. Pourquoi est-ce que la manière dont écrit Proust, ce qu'il dit, vous permet d'être dans votre cinéma, dans votre conception baroque, même si le mot est galvaudé, du cinéma? Comment le dire? Et je vous répondrai d'une manière un peu élusive, comme d'habitude. J'avais lu il y a longtemps un texte d'un nommé Euli, un critique d'art allemand dans la revue Traverse, où d'un coup, il prétend que toute la peinture du XIXe siècle, mais finalement toute la peinture figurative, est soit annonciation, soit épiphanie. Alors, d'un coup, ça m'est venu quand je lisais Proust, mais c'est extraordinaire parce qu'effectivement, Proust, l'annonciation est énorme, on se prépare pour quelque chose d'extraordinaire, et après, la chose extraordinaire est toute petite. Il y a un texte célèbre où il commence à préparer une espèce d'attente de quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. En fait, c'est un petit avion qui traverse le ciel. Et c'est ce qui donne plusieurs idées pour travailler la mise en scène. C'est cette chose de créer une attente constante, énormément d'éléments, de détails qui mènent finalement à peu de choses, mais c'est peu de choses devient extraordinaire. Est-ce que ça peut être une philosophie de la vie d'attendre en permanence quelque chose qui ne viendra pas? Qui vient, mais c'est tout petit. Enfin, c'est pas Godot. C'est pas Godot. Ça arrive quand même, et ça arrive parce que l'attente est un fait de la vie. Si vous voulez, c'est une chose que j'ai un projet de film où il y a la même chose. Un groupe de gens cherchent un trésor, ils ne le trouvent pas, mais en fait ils l'ont trouvé sans se rendre compte. Voilà. Et puis pendant ce temps, vous avez commis toutes vos digressions. Alors, est-ce que ça va bien dans votre envie de cinéma? C'est-à-dire, il y a un rapport au temps extrêmement intéressant. Vous fonctionnez dans la simultanéité plutôt que dans la linéarité. Est-ce que Proust vous aide à retrouver ça? C'est justement ça. Quand Proust parle du cinéma, il parle de tout ce que je déteste au cinéma. Il n'aime pas le cinéma parce qu'il ne sait pas qu'on peut faire un autre type de cinéma. Mais lui, il est au fond un cinéaste. Il est aussi... La linéarité, enfin, résumons ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'une scène, c'est une phrase de Ben Hedge, oui. Une scène a le seul but de mourir dans la prochaine. C'est-à-dire, c'est un travail d'oubli. Mourir, ça veut dire, bon, on laisse de côté, on passe à la prochaine, et puis on s'amuse beaucoup, et à la fin, on ne se rappelle de rien. C'est fini. Et c'est fini. Tandis que si on travaille, ça veut dire quoi de travailler les simultanéités? Ça veut dire de donner autant de chances, autant d'importance à des objets qui sont derrière les personnages qu'aux personnages. Pour ça, il faut un certain temps, un certain type de déplacement de caméra qui permet de s'intéresser à tout en même temps, à des choses qui ont différentes durées. Alors justement, je voulais, à propos de ce que vous venez de dire exactement, dans ce petit livre qui est formidable, parce qu'il recueille un certain nombre d'entretiens que vous avez faits pendant plusieurs années, et il est présenté par Jacinto Lagera chez Heubec. Et Lagera dit ceci:
Tels cadrages attireront l'œil sur un objet banal placé à l'arrière-plan. Une histoire noble finira dans un mélodrame affligeant, digne des telenovelas brésiliennes. Les genres et les structures majeures deviennent mineurs et inversement, dans le cinéma de Raoul Ruiz, le futile devient l'essentiel d'un récit. Les grandes questions se trouvent dans de petites choses. La belle apparence cache le minable. De tels retournements de situation peuvent être jusqu'à certains points des modes opératoires, car il s'agit pour Ruiz de créer chaque fois une fiction qui soit une facette du théâtre du monde, lequel n'est précisément monde que parce qu'il est théâtre. Et si les constructions de Ruiz font la part belle au semblant, au simulacre, à l'artifice, c'est que le monde nous apparaît déjà tel, comme une représentation dont on ne peut même pas dire qu'elle est plus vraie que nature, puisque tout n'y est que représentation. Et là, on est dans le cinéma de Ruiz, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'enchevêtrement. Enfin, je veux pas, c'est très flatteur, mais c'est plutôt applicable à Proust qu'à moi, je crois. Oui, mais à vous aussi, parce que, par exemple, vous dites la chose suivante, vous parliez des objets au deuxième plan, je commence à jouer avec, je fais des listes, je les ordonne, je les mélange, puis j'isole 2 ou 3 objets, et j'essaie d'imaginer une scène avec ces 3-là. Il s'agit d'exercices que je fais régulièrement avec ces objets, de tricote des trames narratives qui peu à peu prennent forme et travaillent d'elles-mêmes, se recoupent. Alors, Raoul Ruiz, j'ai voulu jouer à ce petit jeu avec vous. En fait, dans le décor qui est autour de nous aujourd'hui, j'ai placé 2 objets. Il y a ce porte-manteau. Et puis il y a, d'une certaine manière, ce qui correspond aussi à votre baroque, dans votre mélange des genres et dans votre envie de toucher à tout, il y a un roman photo. Ben, il suffirait de prendre, par exemple, le pull rouge et le mettre là. Et là, il s'est passé quelque chose. Alors attendez, on n'a peut-être pas la technique pour le faire, mais, bon, mais voilà, bon, et le porte-manteau, c'est ça, enfin, vous fonctionnez comme ça en permanence. À ce moment-là, on dit pourquoi c'est porte-manteau, pourquoi ça, et d'un coup, un objet que... Oui, voilà, ici, c'est ça. Alors là, on a des... pourrait être là. Et alors, quand vous faites ça et quand vous imaginez, par exemple, cette scène, comment cet objet passe d'ici au porte-manteau, Alors, si vous voulez intégrer ça dans un micro-événement, et au bout d'un moment, vous avez envie de prendre les mouchoirs pour vous moucher, et il y a une petite tache rouge de sang dans les mouchoirs. À ce moment-là, on a établi une micro-fiction.